Cette série rejoint sans exagérer le panthéon des meilleures séries de tous les temps. Succession, saison 4. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille. Et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons de Succession, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Succession est l'histoire d'un vieil homme qui a bâti un empire médiatique aux États-Unis, un conglomérat nommé Waystar. Sauf que cet homme n'est plus en parfaite santé et toute sa famille se bat pour récupérer les rênes de l'entreprise. La 4e et dernière saison de Succession vient de s'achever aujourd'hui et j'ai déjà envie de revoir la série. Pourquoi est-ce que j'ai envie de la revoir? C'est que je pense que je vais remarquer beaucoup plus de détails à un deuxième visionnage. Et quand je parle de détails, même si vous regardez l'affiche, le nombre de choses qui sont cachées dans l'affiche lorsque vous avez terminé la saison, c'est incroyable. Parce que j'ai découvert cette série en 2021, j'ai regardé les 3 premières saisons, la 3e était en cours de diffusion et Succession est rapidement devenue l'une de mes séries préférées et d'ailleurs la saison 3 était ma meilleure série de l'année 2021. Et je pense qu'il n'y aura pas de doute là-dessus, mais cette saison 4 sera d'après moi la meilleure saison de l'année 2023 et tout simplement l'une des meilleures saisons de télévision de l'histoire de la télévision. Et évidemment, c'est pas la nouvelle tenue habituelle, c'est juste pour Succession que je me suis habillé comme ça parce que c'est pour moi l'une des plus grandes séries de tous les temps et je sais pas si ça va pas rapidement devenir ma série préférée de tous les temps, il me faudra un peu plus de temps pour y réfléchir, mais ça va clairement affronter mes anciennes séries préférées comme Breaking Bad, Dark et bien d'autres. Mais celle-ci, il y a un truc vraiment spécial. Le créateur de la série est Jesse Armstrong qui à la base d'ailleurs voulait faire un documentaire sur la famille Murdoch, donc le dirigeant de la Fox. Il voulait faire ça depuis longtemps, mais on lui a proposé une autre idée, l'idée de Succession, et il a accepté. Donc c'est lui le créateur de la série avec plein d'autres scénaristes, évidemment, réalisateurs. Et il a d'ailleurs dit dans une interview très récente, il pense sincèrement qu'il ne pourra plus jamais faire quelque chose d'aussi qualitatif que Succession. Il a dit que c'est la meilleure chose qu'il ait écrite de sa vie et il a vraiment peur de ne plus pouvoir faire mieux plus tard dans sa vie. Quel est un peu le contexte de cette série? Il y a plusieurs choses, il y a évidemment le titre, Succession, c'est l'histoire d'une famille qui va essayer de décrocher les rênes de l'entreprise et pour ça il va se passer énormément de choses. Mais le contexte évidemment donc cette question d'héritage, cette question évidemment du coup familiale, comment est-ce que les différents membres de la famille s'entendent entre eux, mais surtout la relation face au père de famille qui est essentiel. Il y a tout cet aspect compétitif, politique familial, il y a aussi un aspect politique en dehors vu qu'il gère un conglomérat médiatique. Imaginez-le un peu comme Fox News pour le coup, forcément ils sont tellement puissants qu'ils vont beaucoup influencer la politique américaine. Ça parle évidemment de la famille Murdoch aux États-Unis, mais voyez-le aussi du point de vue de la famille Arnault en France, Bernard Arnault qui cherche aussi son successeur. C'est un mélange de dramaturgie familiale, très shakespearienne, de compétition et politique familiale et politique, disons, nationale, et aussi de business parce que tout tourne autour du business dans le sens où, évidemment, le successeur doit être la personne la plus apte à faire du business. Beaucoup sur les réseaux appellent cette série Game of Thrones sans la magie parce que c'est fondamentalement politique. Mais quand je dis politique, ne pensez pas qu'à la politique genre gouvernement, pensez vraiment aux politiques de famille, politique corporate, plutôt que politique avec des électeurs et des votes comme ça. Là, c'est juste de la politique intérieure. Quand je dis que c'est une œuvre shakespearienne, c'est que tout va tourner autour d'un roi, donc ce fameux Logan Roy, le dirigeant, et de sa famille comme des successeurs potentiels. Du coup, il y aura évidemment beaucoup de dramaturgie familiale, et c'est d'ailleurs la majorité de la série. Il y a beaucoup d'inspiration évidemment de King Lear, c'est la plus grosse inspiration de la série, parce que ça parle de famille, de relations toxiques, de trahison, de recherche du pouvoir. C'est très intense, stressant, il y a beaucoup d'émotions, les personnages sont à la fois très antipathiques et empathiques, c'est-à-dire qu'on les déteste pour ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, les actions qu'ils font, mais on comprend leurs actions, on comprend leurs motivations, et ça nous crée de l'empathie envers eux. C'est clairement intense, mémorable, et tu retiens sa respiration juste par les interactions familiales. Pourquoi je dis juste par les interactions familiales? C'est que dans cette série-là, il n'y a que des dialogues, et c'est juste des dialogues dans des bureaux ou dans des maisons. C'est que des dialogues constamment, ça ressemble énormément à une pièce de théâtre. Et évidemment, dans les thématiques, il y a le pouvoir des médias, le luxe, la richesse, l'impact de la démocratie et comment les gens peuvent altérer celle-ci, la famille dysfonctionnelle, le cycle de l'abus, il y a énormément de choses qui sont évoquées et non pas du tout de manière superficielle, mais bien en profondeur dans la série. C'est clairement une série très complexe dans les relations entre personnages, dans les thématiques qu'elle veut aborder et dans toutes les nombreuses directions à intrigue qu'elle lance qui ont toutes une conclusion extrêmement satisfaisante, ou pas d'ailleurs, ça dépend des intrigues, ça dépend aussi de ce que chacun pensait. Beaucoup de personnes, je pense surtout lors de cette 4e saison qui a été diffusée sur 10 semaines, avaient un peu leur poulain. À cette 4e saison, on se disait ok, qui sera le prochain
prochain, on avait tous pioché quelqu'un qui aurait dû, ou qui doit même, il suffit de voir la série pour avoir la réponse, succéder à Logan Roy. Et en plus d'avoir des personnages extrêmement détestables, appréciables, c'est un peu paradoxal mais vous allez comprendre, ce qui est intéressant avec les personnages là, c'est qu'ils font toujours les actions qui ne font pas avancer le scénario, mais les actions qui semblent logiques, et ils perdent jamais le temps. En fait, l'histoire avance constamment parce que les personnages agissent constamment. Pas de temps à perdre, ils vont agir et ça va faire avancer l'histoire, mais c'est pas fait de manière artificielle. T'as vraiment l'impression que les actes de chacun impactent vraiment la narration plutôt que l'inverse. Vous savez, des fois une histoire, c'est plutôt l'histoire qui impacte les choix des personnages. Là, c'est vraiment les choix des personnages qui impactent l'histoire. Et les personnages sont clairement la force de la série, différentes relations, leur alchimie ou pas, et la manière dont ils parlent entre eux. Parce que je vous ai dit, hein, les dialogues, c'est que ça la série, c'est que des dialogues et des dialogues, mais il y a deux choses qui rendent ces dialogues extrêmement bien, c'est que c'est extrêmement bien écrit, c'est-à-dire qu'il y a énormément de détails. Vous allez voir des petites phrases, des petites intonations, des petits gestes qui sont mélangés à l'excellent acting des acteurs, et quand je dis excellent, c'est pour moi le meilleur acting que j'ai vu à la télévision depuis je ne sais même pas combien de temps. Pour moi, si Succession ne gagne pas toutes les récompenses aux Emmy Awards, il y a un véritable problème, ou alors il y a un concurrent hors du commun. Parce que là, en termes d'acteurs, ils doivent tout rafler. Vraiment, je déconne même pas. Et en termes de scénario, meilleure série dramatique, normalement, ils vont tout rafler. Tout ça pour vous dire que l'acting de chacun, chaque acteur, que ce soit dans leur moment de faiblesse, de courage, de force, d'intimidation, est parfait. Les acteurs sont hors du commun. Ils sont tous absolument exceptionnels. J'ai rarement vu des acteurs de télé jouer aussi bien. Mais en plus de ça, dans les dialogues, il y a beaucoup d'indices, il n'y a pas beaucoup de non-dits. Les gens se disent majoritairement les choses, même s'ils ont beaucoup de tactiques pour avancer dans le monde corporate. Et forcément, lorsque tu trahis quelqu'un, tu ne dis pas la vérité. Rien n'est laissé au hasard. Les dialogues montrent qui sont les personnages, mais de manière subtile, et ils ne racontent pas l'histoire. Il faut regarder et écouter la série avec beaucoup d'attention. Et même lorsque ça parle business, économie ou autre, il faut être concentré parce que pour le coup, même si tu ne comprends pas les termes techniques, ça n'a pas d'importance. C'est les relations entre les personnages et l'affect que ces termes ont sur les gens et comment ils réagissent à ça. Et puis, via les dialogues et l'acting, vous pouvez voir les différents traumas des personnages, etc. C'est extrêmement bien fait. Mais un truc n'est pas à sous-estimer, et je vous le dis tout de suite, c'est que la série, même si là je vous la cite comme un énorme drame, est l'une des séries les plus drôles de la télévision. Je déconne même pas quand je vous dis qu'il y a des scènes de cette série qui sont hilarantes. Pour quelle raison? C'est qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ces personnages-là n'ont jamais vécu une vie normale, ce sont des milliardaires de milliardaires, ils sont complètement déconnectés et ça rend la série vraiment drôle la majorité du temps. Mais c'est un humour qui est dramatique, c'est-à-dire qu'il cache un vrai drame et une vraie histoire. C'est pour ça qu'il y a ce côté shakespearien qui revient beaucoup, c'est que c'est très dramatique mais aussi très drôle. Que ce soit par les moments de déconnexion de la réalité, par les moments gênants, par les abus de pouvoir qui te semblent drôles mais en même temps dramatiques, bref, tout est là pour être drôle et dramatique. Mais ce qui est intéressant dans le détail, c'est la caméra. Alors c'est tout bête, hein. C'est filmé un peu à la mockumentaire, hein, comme par exemple The Office. Il y a aussi beaucoup de caméra épaule, c'est filmé à la pellicule, ça donne ce côté vraiment grain et ce côté cinéma. Mais ce qui est intéressant dans la caméra, c'est le fameux zoom qu'il y a constamment pour vraiment, pour le coup, montrer quelque chose de bien plus en avant, pour montrer une réaction, pour montrer quelque chose qui impacte les personnages. Et les différents mouvements de caméra sont extrêmement dynamiques, ça ne s'arrête jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air aléatoire, mais en fait, pas du tout. Chaque mouvement de caméra est vraiment millimétré et choisi. Parfois, vous allez entendre des personnages parler, mais vous allez voir la réaction de quelqu'un d'autre, vous allez avoir un zoom sur quelqu'un d'autre, vous allez avoir tellement de mouvements de caméra à droite, à gauche, dans tous les sens pour montrer des réactions. Les réactions dans cette série sont extrêmement importantes, il faut toujours regarder la série. Alors c'est bête, hein, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne regardent pas les séries. Il faut regarder la série, sinon vous loupez de l'histoire, du scénario. Vous loupez des choses qui vont impacter le reste de l'intrigue juste parce que vous n'avez pas vu une réaction à un moment. La photographie est absolument magnifique et c'est volontairement très gris. Pourquoi? Parce que vous allez voyager dans des endroits magnifiques comme la Norvège, l'Italie, mais ça va être volontairement très gris parce que ces riches-là sont tellement habitués à voir des choses comme ça qu'on voit un peu le monde à travers leurs yeux. C'est-à-dire que oui, pour eux, l'Italie c'est normal, le lac de Côme c'est normal, les montagnes en Norvège c'est normal, c'est d'une banalité rare pour eux et du coup ça ne les intéresse pas. Et même si tout est millimétré, ils l'ont fait d'une manière extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose qu'ils appellent des mouvements de caméra non scriptés, c'est-à-dire qu'ils vont faire plusieurs prises d'une scène et il y a une prise qui sera une prise pour les caméramans. Ça filme à énormément de caméras à chaque fois et du coup les caméramans vont filmer ce qui leur semble à eux important et intéressant et du coup ça donne quelque chose d'unique auquel peut-être le réal n'avait pas pensé auparavant. Du coup il y a un mélange très organique et parfois même si le script encore une fois très détaillé et très bien analysé, il y a évidemment les showrunners sur le tournage et les acteurs ont le droit d'improviser mais uniquement s'ils sentent que ça va dans le sens de l'histoire et parmi les meilleures scènes de la série sont légèrement improvisées, c'est-à-dire que des phrases ont été sautées ou alors des mots ont été changés mais le ton reste le même. Donc il y a une structure très détaillée, très précise qui a été prévue mais les acteurs et les caméramans peuvent se permettre d'improviser s'ils trouvent que leur proposition est meilleure. Donc ça fait une série extrêmement organique et extrêmement bien foutue. C'est une série qui a aussi beaucoup fait parler d'elle pour de nombreuses choses. Le côté luxueux de la musique, c'est que la musique classique qui est répétée en boucle. La première saison a un peu quelques musiques on va dire de country plus
plus ou moins, mais les saisons d'après c'est que la musique classique, c'est Nicolas Brettel qui a la composition, le générique est incroyable, en plus il raconte évidemment une histoire, et en plus de ça, ce qui est fort avec la musique, c'est qu'elle est souvent très sombre dans ce qu'elle veut raconter, c'est-à-dire que vous allez avoir des moments absolument incroyables qui sont élevés par la musique, mais c'est rarement une musique qui fait plaisir, c'est-à-dire que c'est rarement une musique de relaxation, c'est toujours une musique qui vient souligner les moments les plus dramatiques de la série, que ce soit les trahisons par exemple, ou la montée en pouvoir d'un personnage sera soulignée par de la musique. D'ailleurs, la série se finit en musique et j'avais des frissons, c'était l'un des plus beaux moments de télé que j'ai vu de ma vie. C'est dur de vous en parler comme ça, mais évidemment, Succession saison 4 est l'une des meilleures saisons de l'histoire de la télévision. Entre la mise en scène, les personnages, l'acting, le scénario, absolument tout a été géré à la perfection. Le rythme incroyable, sortir ça sur 10 semaines, c'était une dinguerie. L'expérience de vivre épisode après épisode chaque semaine en se posant des questions sur qui peut gagner justement ce trône, on va dire, c'était une expérience de fou furieux, vraiment rien à dire là-dessus, c'était un plaisir de suivre. Je pense que ça doit être un plaisir à binge-watcher aussi maintenant aujourd'hui. C'est sur le Pass Warner et même si le début de la série est un peu bizarre, il n'y a rien à dire sur la série. Je veux dire, elle est littéralement parfaite. Il n'y a rien qui n'a déçu sur cette saison. Ça a toujours avancé, ça a toujours été à 200 à l'heure. C'était la culmination du talent de tous ces artistes qui ont bossé dessus et c'est la meilleure saison de la série. Elle est impactante, forte, elle a vraiment choqué tous les gens qui l'ont regardé. C'est pour ça que c'est une critique qui est difficile à faire. C'est qu'il n'y a rien de négatif à dire. Honnêtement, je n'ai rien qui m'a déçu, qui m'a semblé opportuniste, qui m'a semblé mal fait, qui m'a semblé décevant. Tu vois que tout était prévu depuis le début. Tu vois qu'ils ont trouvé un point d'ancrage parfait d'un point de vue dramaturgique et ils ont raconté la meilleure histoire possible. Et c'est ça, c'est la meilleure histoire possible. C'est la culmination de la dramaturgie à la télévision. La série s'installe comme l'une des meilleures séries de tous les temps. Et je n'exagère même pas. Donc honnêtement, si vous n'avez jamais regardé Succession, c'est le moment de vous y intéresser. La série vient de s'achever et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Mais encore une fois, il faut la regarder et l'écouter avec beaucoup d'attention, beaucoup de choses dans les détails. C'est brillant à chaque fois, les différents parallèles entre les personnages, le travail de la mise en scène pour te montrer justement leur évolution. Il faut bien regarder cette série, c'est pas une série que vous regardez du coin de l'œil. Croyez-moi, ça vaut le coup et voyez cette série comme une récompense. À chaque fois que vous remarquez un petit détail, dites-vous que vous êtes sur le bon chemin et vous comprenez là où veut aller la série. Maintenant, on va passer en spoiler. J'ai envie de parler de quelques éléments que je trouvais intéressants. C'est évidemment The Old Guard qu'ils appellent ça, les seniors exécutifs. Que ce soit Frank, Carl, Hugo, Carolina, eux tous jouent un jeu complètement différent. Ils sont là depuis longtemps, ils sont forts et efficaces. Mais tu vois aussi qu'ils sont un peu en fin de vie. Certains en tout cas, pas tous, hein, Carolina ne l'est pas par exemple. Mais tu vois que eux sont là pour être entre guillemets utilisés par les différents potentiels dirigeants. D'ailleurs, beaucoup à la fin, c'est fini. Il y a juste Carolina qui reste. Hein. Mais ils ont quand même quelques moments d'humanité, mine de rien, surtout par rapport à Logan, quand tu les vois avec, ils interagissent d'une manière professionnelle, et tu vois qu'ils se connaissent depuis longtemps aussi, mais c'est pas les personnages qui sont les plus développés. Ils sont là pour ancrer un peu la série dans des vrais enjeux, et pour être utilisés comme des pions par les différents potentiels successeurs, et je trouve qu'ils n'ont pas été énormément développés dans cette 4e saison, mais c'était pas le but, et on les connaissait déjà depuis longtemps, les dernières saisons. Tout ça pour dire qu'ils sont intéressants, mais j'ai pas envie de m'attarder sur eux dans cette vidéo. On va y aller un peu au fur et à mesure, mais lorsque le premier épisode a commencé, c'était ce qu'on avait lâché dans la 3e saison. C'était la confrontation entre les frères et sœurs contre Logan. C'était ça un peu le but et c'était la suite de la saison 3, d'où l'affiche de la saison 3 qui montrait cette division et le combat, on va dire, qu'il allait avoir derrière. Et le premier épisode, c'est une enchère qui est tout simplement émotionnelle. Ils veulent acheter la chose la plus chère possible pour gagner par rapport à leur père et récupérer l'entreprise sans qu'il y passe. Donc on était parti dans la même logique que la saison 3 et on s'est dit génial, c'était incroyable. La saison 3 avant était la meilleure de la série, c'est parti. Puis ça continue comme ça quoi. L'épisode 2 c'est exactement la même chose, hein, mais il y a une grosse finalité dans l'épisode 2, c'est le fameux karaoké où Logan voit pour la dernière fois ses enfants et il leur parle et il dit cette phrase qui est géniale. Il dit qu'il les aime mais que ce ne sont pas des personnes sérieuses. Et tu te dis ok, ça veut dire que c'est la guerre est lancée, c'est le début de la fin, ils vont aller à la confrontation vraiment extrême et ultime. Et en plus Logan il sort d'un speech absolument génial où il dit aux gens de Waystar que c'est des pirates et tu vois qu'il allait être présent sur place et changer complètement l'entreprise. Ça allait être le grand changement, la grosse rivalité, le titan allait vraiment affronter sa famille. On attendait avec impatience les prochains épisodes, ça allait être brillant. Vraiment, on s'attendait à une confrontation géniale jusqu'à la fin. Sauf que, évidemment, là arrive la chose la plus surprenante que j'ai vue à la télévision depuis très très longtemps. Dans l'épisode 3, Logan meurt. Et c'est assez intéressant parce que juste avant, donc il y a cette scène au karaoké et en plus de ça, il y a ce moment où il parle à son meilleur ami, Colin. Et quand tu penses que la saison va continuer avec lui tout le long, tu dis voilà, c'est juste des discussions normales. Mais lorsque tu sais que l'épisode d'après, il meurt, la discussion n'a pas du tout le même impact. Et la mort de Logan est quelque chose d'assez brillant
brillant parce que déjà on s'y attend pas du tout, alors qu'en vrai on aurait dû parce que depuis le début de la série il est malade. Il est ou en mauvaise santé ou malade et là il y est passé pour de bon. Sa mort est inattendue mais réaliste, c'est-à-dire que bah oui la mort dans la vraie vie tu la reçois comme ça. C'est un coup de fil, ça sort de nulle part, en général on te dit quelqu'un est mort. C'est comme ça et c'est exactement ce qui s'est passé. L'épisode, il y a un plan séquence de 20 minutes qui est brillant avec les différents enfants qui réagissent. C'est l'un des meilleurs épisodes de télévision que j'ai vu de ma vie. C'est un crescendo émotionnel. Les enfants ont différentes réactions, différentes étapes du deuil. Il y en a qui l'acceptent, d'autres pas du tout, d'autres qui pensent à l'avenir, d'autres qui pensent business, d'autres comme Connor qui décide de se marier en même temps. Il veut pas que la mort de Logan gâche sa journée de mariage et il se marie et j'étais content pour lui même s'il se mariait tout seul. Connor qui est le roi en vrai. Du coup, cette mort est complètement inattendue et je pense qu'on était tous sur le cul quoi. Il aurait pu mourir entouré de sa famille, mais non, il a passé l'anniversaire qu'avec des collègues, aucun membre de sa famille et il est mort dans un avion, un jet privé, entouré de collègues aussi quoi. Il y avait personne de sa famille avec lui, des gens qu'il aimait réellement. Son travail l'a tué et il s'est vraiment senti seul, j'imagine, jusqu'au dernier moment. On parlera de Tom après, mais j'ai beaucoup aimé l'intelligence émotionnelle qu'il a eu tout le long de cette saison. Il a toujours compris les émotions des autres, même s'il n'a pas toujours fait les bons choix. C'est un peu l'un des seuls personnages qui a une vraie intelligence émotionnelle et qui comprend lorsque les autres sont en détresse ou pas. Mais à partir de là, tout change. On voit l'impact business de la mort de Logan et on voit que la série maintenant va être complètement différente. C'est obligé. Tellement que les épisodes d'après, on parle à peine de Logan, même si sa présence se fait beaucoup sentir et il réapparaît à certains moments sur des vidéos ou des choses comme ça, mais on parle que business quoi. Sa mort, bah ok c'est fait, il y a quasiment pas de chagrin mis à part pour les enfants et quasiment pas de deuil non plus, sauf pour eux et ça avance business quoi, il y a pas le temps. Ils bossent dans l'avion alors que Logan est encore mort dans l'avion avec eux quoi. Et c'est là que la série change avec évidemment Kendall qui est le personnage principal de la série depuis le début, qui veut le lead. Il veut être le PDG intérim. Il décide de détruire la réputation de son père à la fin de l'épisode 4 parce que maintenant il faut faire les choix difficiles pour le business. Il apprend vraiment de son père. Là il se dit ok je vais être comme lui, comme mon père et c'est ce qu'il essaie tout le long. Il est enfin un tueur comme l'avait voulu son père. Il lui ressemble de plus en plus, il parle constamment business, il oublie carrément ses enfants et il ment sur le fait qu'il fait tout pour sa famille. Il est co-PDG avec Roman mais il donne quasiment aucun pouvoir à Roman, c'est lui qui lead depuis le début. Il se transforme petit à petit en Logan. Et c'est ce qu'il voulait depuis le début, c'est ressembler à son père. Et en plus de ça, il veut protéger ATN, qui était quelque chose que son père ne voulait pas donner dans le deal avec Gojo, mais Matsson évidemment propose l'inverse, il propose d'acheter ATN et en plus de ça, d'augmenter le prix. C'est là que Kendall doit négocier. Les négociations sont une vraie réussite, hein. Pour la boîte, c'est le cas. Gojo promet d'acheter et d'acquérir Waystar à un prix bien plus élevé que prévu, mais Kendall ne veut pas laisser tomber l'héritage de sa famille et sa place de CEO. Donc avec Roman, il va essayer de saboter le deal. C'est là qu'il y a une division dans la fratrie qui est faite, c'est que vu que Kendall est le PDG avec Roman, mais en vrai c'est lui qui fait tout seul, hein. Roman il a juste un peu cet abus de pouvoir, mais tu sais qu'il a pas vraiment envie d'être là, mis à part parce que son père à un moment lui a dit qu'il voulait l'être et il voulait honorer la mémoire de son père. Donc ils sont un peu ensemble et Shiv de l'autre côté, on lui a promis qu'elle allait aussi être dans le trio PDG, mais d'un point de vue légal et marketing c'était compliqué d'être à 3. Shiv se sent complètement exclu par la fratrie et du coup va travailler avec Matsson pour que Matsson rachète Waystar et mette Shiv en président. Donc c'est là que Shiv manigance, elle rejoint l'ennemi entre guillemets, pendant que Kendall et les autres essaient de dévaloriser Gojo, essaient de valoriser Waystar, d'où la scène au théâtre où il explique le futur de Waystar. On s'en fout de ce qu'il vend. L'idée c'est de montrer que Waystar coûte bien plus cher que ce que Gojo propose et Gojo en même temps ment et n'est pas assez efficace et ne peut pas se permettre d'acheter Waystar parce qu'en fait l'achat, le prêt bancaire entre guillemets, il est fait sur la valeur boursière des deux entreprises. Si une grandit et l'autre se casse la gueule, évidemment elle ne peut pas l'acquérir. Et pourtant tout le monde met la pression à Kendall, mais on voit que Kendall dans cette position là de PDG intérim est bon. Pour le coup il est vraiment bon et il ressemble de plus en plus à ce qu'il voulait être depuis le début. Mais de l'autre côté, vu que c'est un drame familial avec plein de trahisons, Shiv veut être CEO, trahit évidemment la famille et elle se rend compte au fur et à mesure que le deal de Gojo est loin d'être parfait parce que Gojo a menti aussi et en plus Matsson c'est un dégénéré. En même temps elle a un enfant, elle est enceinte, elle a envie de se remettre avec Tom pour la stabilité parce qu'ils s'aiment mais pas vraiment, c'est un peu compliqué, c'est une relation clairement toxique, mais c'est ce qui est bon pour les deux aussi, c'est là qu'ils opèrent de la manière la plus efficace lorsqu'ils sont ensemble. Mais en réalité, même si cette relation de scorpion-grenouille est problématique, elle s'en fiche aussi de son enfant. À un moment elle dit mais t'inquiète, moi mon enfant je m'en fous, je serai CEO, je ferai le taf. Parce qu'en fait elle a tellement envie de s'émanciper de son rôle de femme et de prouver qu'elle peut être quelqu'un d'important, elle le dit comme tous les CEO de cette boîte, je m'en fous de mes enfants. Mais parmi les moments les plus touchants de la saison, c'est évidemment la confrontation entre Tom et Shiv sur le balcon qui est extrêmement prenante et puissante et c'est là que tu penses que c'est fini entre les deux, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et d'ailleurs la relation est tellement foutue en l'air qu'elle annonce la grossesse à un moment complètement inattendu et pas du tout bon parce que c'est l'élection et Tom pense que c'est un move, c'est une tactique. Il se dit mais attends c'est pas vrai en fait, t'es juste là pour mentir, pour qu'on se remette ensemble ou quelque chose comme ça. Tom n'y croit pas non plus et elle annonce qu'il va avoir un enfant n'est pas du tout importante dans leur monde. Ça montre encore une fois à quel point ils en ont rien à faire de la famille. Ce qui est intéressant avec Roman dans cette saison,
situation, c'est qu'il est complètement détruit par évidemment la mort de son père. Il perd tout repère, il est en plein chagrin, il a du mal à faire son deuil et ça lui fait faire des choix horribles, on en parle après, mais tu vois que c'est un rôle qui ne lui va pas du tout. Mais j'ai trouvé le moment très touchant lorsqu'il y a le montage avec son père qui lui dit qu'il a un micro-pénis, commence à pleurer par rapport à ça, parce qu'il réagit avec amour à la douleur physique et émotionnelle que lui infligent les autres. Et l'histoire de l'élection est très intéressante parce que tu dis, bon en fait pour Waystar on s'en fiche un petit peu, mais l'élection peut bloquer le deal Gojo. Du coup l'élection est primordiale, et vu que Waystar et du coup ATN plus principalement peut altérer le cours de l'élection, on va voir est-ce qu'ils vont oser le faire ou pas. C'est là qu'évidemment Tom a cette sorte de célébration, de networking pour que les gens se parlent, et c'est là qu'on voit le pouvoir des médias. Au fait, il peut clairement négocier avec le président en disant que si moi je te mets en avant en tant que vainqueur de l'élection, tu fais ça pour moi. Et c'est là que tu vois le pouvoir des médias, tu vois le problème démocratique que ça signifie, et c'est là que tout part en couille, hein, si je peux me permettre. D'un côté, Jerry menace Roman qui a pris la grosse tête, qui commence à virer plein de gens comme ça, alors qu'en réalité c'est juste un petit con qui n'y connaît rien à rien, et il est face à des gens qui s'y connaissent comme Jerry, et du coup c'est un peu la fin de leur relation, et c'est très triste. D'ailleurs, hein, Roman est vraiment blessé par ça. Il avait en Jerry quelqu'un qu'il aimait, mais un peu comme une figure maternelle en même temps, du coup c'est un peu bizarre et problématique. C'est aussi pour ça qu'il commande à la fin de la série le cocktail de Jerry. Il est clairement amoureux d'elle, hein. C'est aussi pour ça que lorsque Jerry arrive dans le dernier épisode, il voit qu'il est blessé, il se trouve moche, et il a pas envie que Jerry le voit comme ça. Mais c'est là que la relation est terminée, quoi. Quand Jerry le menace et quand ils arrêtent cette histoire-là. Faut pas oublier que Jerry est une avocate. On apprend que Lucas a menti sur les chiffres en Inde. Tom est désespéré mais fait le taf. Connor perd évidemment l'élection et on voit donc la relève de Logan où il faut faire des choix compliqués. Il manipule clairement l'élection. Roman push pour l'élection uniquement par ego parce qu'il veut que le deal avec Gojo ne passe pas. Il veut vraiment devenir CEO parce que si c'est Menken qui passe, c'est Roman qui a beaucoup discuté avec lui. Du coup, Menken et Roman ensemble, ça colle bien. Et il aurait pu être CEO de Waystar. Et en même temps, il le fait par ego parce qu'il n'a jamais mangé de viande ou de poulet, je sais pas quoi. Du coup, il décide de tuer la démocratie aux États-Unis. Donc, vous voyez que c'est tellement personnel et égoïste ce qu'ils font ces gens-là. Ils sont difficilement appréciables. Le gars veut clairement mettre un nazi au pouvoir juste à cause de ses problèmes d'enfance. Mais il décide de le faire parce qu'il promet de bloquer le deal avec Gojo. Juste pour leurs intérêts, ils ont décidé de potentiellement tuer la démocratie aux États-Unis. Bon, à la fin, ça reste ouvert sur le fait qu'il a au final perdu l'élection. Il y a une petite phrase qui dit que potentiellement, au final, c'est le démocrate qui a gagné. Mais c'est juste pour vous dire que leurs intérêts personnels, et je parle même pas d'intérêt de la boîte, hein, on parle juste d'intérêts personnels, ont poussé vers potentiellement la fin de la démocratie aux États-Unis. Parce que le gars est clairement un nazi, hein, je le répète. Mais évidemment, Kendall est déçu de la trahison de Shiv. La scène de confrontation est énorme. Faut pas oublier, Shiv, son prénom, c'est littéralement poignard en anglais. Je trouve que c'est un excellent épisode qui parle de la démocratie américaine et en même temps à quel point juste des envies personnelles peuvent manipuler cette démocratie. Encore une fois, lors des funérailles, la présence de Logan se fait clairement ressentir. Il y a un vrai poids et tu vois qu'aucun des enfants et aucune personne d'ailleurs n'a réussi à parler de lui qu'en bien. Ils le critiquent énormément et ils souffrent tous de Logan au final. Tous les gens qui y passent n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à dire quelque chose de positif. Mais c'est là aussi que les enfants comprennent que Logan a aussi été battu toute sa vie, d'où le cycle de l'abus, et qu'il a perdu sa sœur parce qu'il pense que c'est lui qui lui a donné une certaine maladie, la polio je crois, et c'est pour ça qu'il repousse tous les gens de sa famille. C'est qu'il a peur que juste par sa simple présence, il leur fasse du mal et qu'ils meurent, et en même temps, vu qu'il a subi l'abus et que ses enfants n'ont pas subi cet abus, il pense que c'est ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, et du coup il abuse de ses enfants aussi. C'est là que Roman a compris le cycle de l'abus et qu'il perd complètement les pédales. Ça l'a détruit d'entendre ça, et du coup ça lui a fait perdre sa place de CEO parce que plus personne l'a pris au sérieux à cause de ça. Kendall abandonne ses enfants, abandonne Jess et assume le fait qu'il veut être CEO. Les ex-femmes de Logan ont étonnamment un moment assez doux entre elles. Elles comprennent tout ce que c'est de vivre avec Logan et il y a une sorte de sororité qui se ferme, on va dire, instantanément. Et même à ce moment-là, ça ne parle que business et Lucas arrive même à charmer Menken. Et d'ailleurs, il est assez extrême. Il dit même Willkommen à un gars qui est potentiellement un nazi et il est juste lui-même et il parle avec quelque chose que les gens aiment bien, c'est l'argent. Donc l'attitude qu'il a envers Menken, ça motive Menken à garder le deal intact parce qu'il respecte d'une certaine manière, j'ai l'impression, Lucas et il voit ce qu'il peut lui apporter. Et c'est là aussi que le nazi prend la grosse tête et c'est là aussi que Tom est absent parce que Tom travaille. Faut pas oublier, Tom c'est du new money comme ils appellent ça, c'est un nouveau riche, il s'est fait tout seul, il travaille dans les moments les plus importants comme Logan l'aurait fait et c'est littéralement le seul qui travaille dans la série quoi. Il a un taf et il le fait. Et c'est là que la fin est assez cruelle, c'est que c'est Shiv au final qui arrive à convaincre de prendre Tom sans qu'elle le veuille. Lucas teste complètement Tom, il dit est-ce que je peux baiser ta femme et des choses comme ça. Il y a un vrai test qui est fait entre les deux et tu comprends là que c'est Tom qui va devenir CEO. Maintenant, dans cet épisode-là, le dernier, il y a 1 heure sur la famille parce que c'est la dernière fois que tu vois la famille soudée. Ils mettent tous leurs problèmes de côté, ils vivent un moment familial pour la première fois, t'as l'impression de la série, ils se comportent comme une vraie famille. C'est un moment très lent, mais qui est certes familial, mais aussi politique parce que Kendall doit les convaincre de voter pour lui. Et t'as cette impression-là que l'épisode n'avance pas justement parce que c'est le dernier moment avant l'apocalypse. Et du coup, il y a un stress qui s'installe tout le long de l'épisode. D'ailleurs, lorsqu'il voit comment se comporte Logan lorsque les enfants ne sont pas présents,
ils pleurent parce qu'ils voient une version de leur père que eux n'ont jamais vue. Logan ne s'est jamais comporté aisément avec eux. Logan a toujours été très dur avec eux et ils découvrent ici un nouveau visage de leur père. Leur père n'était jamais comme ça avec eux. Et ils sont étonnés et tristes de ne pas avoir connu cette version de leur père et évidemment contents de revoir une dernière fois leur père dans du nouveau contenu entre guillemets. C'est là aussi que Kendall apprend à utiliser son pouvoir et sa manipulation sur Rome. Rome, ce qu'il le manipule comme je l'ai dit, c'est la douleur physique. Et c'est là que beaucoup de personnes sur les réseaux disent que le choix de Shiv est irrationnel. Parce que Shiv se fait trahir et elle n'aurait, d'après les gens que j'ai vus sur les réseaux, ceux qui n'ont pas trop réfléchi d'après moi, Shiv n'aurait aucune raison de accepter le deal. Mais je vous explique rapidement pourquoi elle a raison dans quelques secondes. Lors de leur confrontation, au 3, tu vois le vrai visage de Kendall. Il a menti sur la personne qu'il a tuée. Il s'en fiche de ses enfants. D'ailleurs, Roman l'insulte terriblement en lui rappelant que ses enfants ne sont pas biologiques. Et en plus de ça, tu vois le comportement d'enfant pourri gâté qu'il a. Il perd le contrôle, il lâche ses émotions. À chaque fois, il arrive à ça de la position de PDG, mais il n'y arrive pas. Et tu vois là qu'il se comporte comme un gamin. Logan ne serait jamais comporté comme ça. Ce ne sont pas des personnes sérieuses. L'acting de cette scène est génial, la tension est folle, c'est absolument brillant. Mais c'est dans cette scène-là avec les trois, une qui change d'avis au dernier moment, un gars qui n'en a au final rien à foutre. D'ailleurs, il dit juste après, il dit we're bullshit. Tu vois, il leur dit bah on n'est rien, on s'en fout, on n'est pas important. Le Roman le dit et Kendall qui pète un plomb. Ce n'est pas sérieux comme comportement. Alors pourquoi est-ce que Shiv a trahi donc Kendall? C'est très simple d'après moi. Durant tout le moment où Kendall est confiant, où il s'installe en tant que PDG, regardez bien les réactions de Shiv, elle déteste ça. Pour moi, il y a plusieurs choses. La manière dont il se comporte avec tout le monde, la manière dont il met ses pieds sur le bureau comme s'il avait déjà gagné, il est beaucoup trop confiant et arrogant, mais il y a un truc hyper important, c'est le speech qu'il donne au board des directeurs. Il n'y a pas de speech. Son speech est nul. Il aurait pu dire, bah voilà, les chiffres en Inde sont truqués, il aurait pu dire que Gojo ne sont pas sérieux, etc., etc. Mais non, il dit juste, on s'en fout, on sait que le deal va pas passer parce que j'ai les votes. Et ça, Shiv, elle n'aime pas du tout. En plus de ça, Shiv, elle n'a jamais réellement apprécié Kendall. Enfin, elle aime Kendall comme elle le dit, mais elle ne le supporte pas en tant que CEO. Elle ne peut pas le faire. Et ensuite, elle a pensé à l'alternative. Certes, elle s'est fait trahir et elle était énervée contre Tom au début, mais Tom, CEO, ça serait revenir dans l'ombre de son père qui lui manque tant, avoir une sorte de stabilité, être avec son mari comme elle le voulait. Tom est littéralement un meilleur choix pour elle. Et elle a juste réfléchi à ce choix. Entre le comportement de Kendall et l'alternative Tom, qui au final est une bonne alternative, ou potentiellement, on ne sait pas vraiment, elle pourrait avoir un peu d'influence, parce que Tom sera une marionnette, mais dirigée par qui? C'est ça la question aussi. Certes, c'est pas une grosse victoire pour Shiv, mais c'est pas une défaite. Là où pour les autres, on pourrait dire que c'est peut-être une défaite. Tom devient CEO et c'est mérité. D'ailleurs, il garde Greg. Et j'ai beaucoup aimé Greg cette saison parce qu'il est devenu détestable. Il est devenu comme les Roy. Il est enfin devenu un membre de cette famille parce qu'il est devenu insupportable partout, à trahir tout le monde, à faire du mal à tout le monde. Et ça, Tom le respecte. Il a besoin d'un requin comme Greg maintenant. Et Greg est devenu un requin. Donc fin ultra positive pour Tom, fin plus ou moins positive pour Shiv. Ça dépend de quel point de vue vous le prenez, mais clairement la meilleure alternative parce qu'il voulait aussi se débarrasser de cette entreprise ou au moins de sa famille et de ses engueulades. Là, la famille est potentiellement brisée, mais au moins elle est au pouvoir, plus ou moins, et elle retrouve un peu l'ombre de ce qu'elle voulait. Rome, au final, pour lui, c'était un détour dans sa vie. Maintenant, il va repartir faire sa vie normalement. Il reste milliardaire, ça change pas. C'était juste un détour douloureux. Par contre, Kendall, oui, là, ça va être compliqué. On pensait tous qu'il allait se suicider. C'est pour ça, je pense qu'ils ont mis Colin là pour pas justement qu'il se suicide. Mais Kendall, moi, je vais vous dire, je dirais que c'est une fin positive pour lui. Oui, le but de sa vie n'existe plus, n'a plus aucun sens. Il est complètement perdu, n'aura plus jamais l'opportunité d'être ce qu'il a voulu être toute sa vie. Mais d'un autre côté, au moins, il n'est plus prisonnier, comme on l'a vu, de cet océan. C'est pour ça que l'eau est beaucoup présente dans la vie de Kendall. C'est que pour une fois, il y a une barrière entre lui et l'eau. L'eau étant l'entreprise. Pour une fois, il est mis à l'écart. Et c'est peut-être une libération pour lui. D'ailleurs, le moment en musique, quand on le voit et tout, est génial. Mais c'est une libération parce que peut-être il va pouvoir s'occuper de ses enfants. Enfin, peut-être il ne va plus penser à ça. Oui, ça va être déprimant pour lui par la suite. Mais qui sait, peut-être il va lancer sa boîte. Mais il n'aura jamais le succès de son père. Et ça va lui faire du mal toute sa vie. Je trouve que c'est une fin exceptionnelle. Mais pour moi, il y avait deux variantes pour faire cette fin. La fin qu'ils ont choisie, où Tom est CEO et tout ce que je viens de vous expliquer, ou la fin où Kendall devient littéralement son père et continue la lignée de son père, mais avec tous les côtés négatifs. Les deux fins auraient été géniales, mais celle-ci, je trouve, elle est parfaite. Ils ont vraiment réussi la fin. Et si je dois résumer vraiment ces personnages en une ligne, on va dire, Logan est l'homme qui s'est fait tout seul et qui a toujours été jaloux de la facilité à laquelle ont grandi ses enfants. Il les aime et il leur a tout donné, mais il est déçu de la manière dont ils ont grandi, c'est-à-dire qu'il voulait qu'ils soient aussi coriaces que lui. C'est pour ça qu'il les repousse, parce que lui, l'amour, il a appris en se battant, en étant battu même, et depuis la mort de sa sœur, il repousse tous les gens qu'il aime, et c'est de la maltraitance qui montre son amour pour ses enfants, et c'est ça qui a détruit sa famille, le cycle de l'abus. En plus de ça, il meurt de manière assez indigne, il meurt en voulant
temps ramasser son téléphone des chiottes dans son jet privé. Connor, c'est un peu le fils maltraité et oublié de la famille, qui a toujours été mis sur le côté et qui a toujours souffert de sa famille, mais c'est l'un des vainqueurs de la famille parce qu'il a ce qu'il veut, c'est-à-dire l'appartement, l'argent, sa vie, sa femme, et c'est un peu l'imbécile heureux qui vit convenablement, qui certes a des traumatismes, mais c'est l'un des seuls qui a réussi à passer outre. Rome a toujours voulu l'amour de son père, mais qu'il n'a reçu qu'en étant battu, et c'est juste pour l'amour de son père qu'il veut la position de CEO dans la boîte. En vrai, lui, il s'en fiche, mais c'est juste pour prouver à son père que c'est une bonne personne et un bon fils. Et au final, Rome, à la fin, est juste reparti au point zéro. Il n'a rien perdu parce qu'il s'en fichait réellement de ce titre. Il a peut-être perdu l'amour de Jerry, mais au final, il est revenu au point du début de la série. Shiv a toujours voulu l'amour de son père. Elle a toujours voulu prouver que c'est plus qu'une femme, chose qui est d'après Logan un vrai inconvénient. Donc elle s'est battue toute sa vie pour en arriver là et elle gagne presque. C'est assez paradoxal parce qu'au final, ou elle va réussir à manipuler Tom, ou alors ça va juste devenir la femme de Tom, comme l'étaient les nombreuses femmes de Logan. Donc au final, on ne sait pas réellement s'il a tout perdu ou si c'est une semi-victoire, semi-défaite. Kendall a un peu été programmé en tant que fils le plus âgé, encore une fois, depuis son jeune âge, à devenir le prochain CEO de la boîte. Mais avec ses nombreux problèmes d'addiction, ses nombreux problèmes dans la vie de manière générale, il n'a jamais été considéré comme assez sérieux par Logan et il a constamment voulu se prouver à Logan et a voulu son approbation toute sa vie, comme tous les enfants d'ailleurs, hein. Et il s'est battu coûte que coûte pour devenir CEO, c'était son but ultime et malheureusement il a tout perdu. Mais dans cette défaite, il y a peut-être un peu de victoire aussi. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Succession saison 4. Avez-vous adoré, détesté? Qu'avez-vous pensé de la fin? C'est une longue vidéo, je le sais, mais je veux votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.